Bonjour à tous, j'espère que l'examen et la semaine de vacances se sont bien passés. Nous allons voir aujourd'hui le module 8. Jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés sur l'écoulement dans les conduites sous pression. Dans un tel écoulement, le facteur de mouvement du fluide est la pression. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'écoulement à surface libre dans les canaux ouverts. Pour le transport de l'eau, on a donc soit des tuyaux, soit des canaux à ciel ouvert. La théorie de base est la même pour les deux types de flux, mais il existe une différence importante dans les conditions limites. L'écoulement dans un canal ouvert est plus difficile à gérer car on est à surface libre, qu'il existe plusieurs configurations possibles pour la section du canal et que la surface de l'eau change en fonction du temps et de l'endroit. Ainsi, on traite souvent l'écoulement en canal ouvert de manière empirique de par sa nature. Comme exemple de canaux ouverts, on trouve les réseaux d'assainissement, les canaux de drainage des eaux de pluie, les rivières et les ponceaux qui ne coulent pas à pleine capacité. L'écoulement en canal ouvert suppose que la pression à la surface est constante et que la ligne de pente hydraulique est à la surface du fluide. Après une brève introduction sur l'écoulement à surface libre et la présentation des différents types d'écoulement dans les canaux ouverts, nous verrons une équation importante pour le calcul de la vitesse ou du débit dans les canaux ouverts, l'équation de Manning. L'équation de Manning est une équation empirique qui s'applique à un écoulement uniforme dans des canaux ouverts. Elle dépend de la vitesse du fluide dans le canal, de la surface d'écoulement et de la pente du canal. Comme nous l'avons vu au module 1, cette figure présente la différence entre la dépression d'un écoulement dans une conduite et celle à surface libre. Pour un écoulement à surface libre, la valeur du P peut être calculée par P1 égale gamma fois D1. Si on simplifie le terme de charge de pression pour un écoulement à surface libre, on aura donc la profondeur de l'écoulement. La charge cinétique est la même pour un écoulement dans une conduite ou à surface libre. Le terme de vitesse demeure donc V au carré divisé par 2 fois G. Comme nous l'avons vu aussi, il y a deux types de gradients, le gradient hydraulique HGL et le gradient énergétique EGL. La différence entre les deux est simplement le terme de vitesse qui est présent dans le EGL mais qui ne l'est pas dans le HGL. Contrairement aux conduites fermées, il n'y a pas de cisaillement dans un écoulement à surface libre. Nous verrons plus tard comment ajuster les calculs afin d'en tenir compte. Alors que pour les conduites fermées, les variables principales étaient la pression et la vitesse, pour les surfaces libres, les principales variables sont la profondeur et la vitesse de l'eau, étant donné que la pression est souvent hydrostatique, car nous sommes à la pression atmosphérique. L'écoulement à surface libre est particulier car le niveau d'eau peut varier le long d'une section donnée. Il n'est donc pas stationnaire. Nous allons voir plus tard comment calculer différents paramètres tels que la profondeur dans ce type d'écoulement. En outre, la nature de l'écoulement à surface libre fait en sorte que la vitesse va souvent varier en fonction du temps ou d'autres facteurs que nous allons voir dans ce module. Ces variations seront souvent rencontrées dans les canaux naturels dans lesquels il y a beaucoup de variations, surtout au niveau de la section transversale et de la profondeur de l'écoulement. Comme on l'a dit dans le module 1, un écoulement peut être stationnaire ou non stationnaire. Il est stationnaire si les paramètres qui décrivent cet écoulement ne varient pas dans le temps. Les paramètres typiques qui caractérisent un écoulement sont la vitesse, le débit, la pression et la profondeur d'écoulement, par exemple dans une rivière ou un canal. À l'inverse, un écoulement est non stationnaire si ces paramètres varient dans le temps. Comme les écoulements non stationnaires impliquent des équations complexes, les ingénieurs utilisent souvent les équations d'écoulement stationnaire même lorsqu'il y a un faible degré de non stationnaire. Quand on considère l'échelle de distance, on rencontre des écoulements uniformes et non uniformes. Un écoulement est uniforme si ses paramètres ne varient pas avec la distance le long du trajet d'écoulement. Inversement, pour un écoulement non uniforme,
l'amplitude des paramètres varie d'un point à l'autre le long du trajet d'écoulement. L'existence d'un écoulement uniforme implique nécessairement que l'aire de la section transversale perpendiculaire à la direction de l'écoulement soit constante. On parle d'écoulement stationnaire ou permanent si la profondeur hydraulique et les vitesses moyennes et ponctuelles de l'écoulement du canal ne varient pas dans le temps. L'écoulement d'un canal est uniforme si la profondeur hydraulique et la vitesse restent invariables dans les diverses sections du canal. L'écoulement est considéré non stationnaire ou non permanent si la profondeur hydraulique varie dans le temps. L'écoulement d'un canal est non uniforme si la profondeur hydraulique et la vitesse changent d'une section à l'autre du canal, comme par exemple dans les ondes de crue ou lors de ruptures de barrage. Dans le cas d'un écoulement stationnaire et non uniforme, la profondeur de l'eau varie avec la distance mais pas avec le temps. On observe deux types d'écoulement dans cette situation. L'écoulement graduel varié, GVF, qui est un écoulement stable non uniforme où la profondeur de l'écoulement varie progressivement d'une section à l'autre sur la longueur du canal. L'écoulement graduellement varié est un phénomène hydraulique qui se manifeste dans les ouvrages hydrauliques tels que les barrages, les vannes, les déversoirs, etc. Le deuxième type est l'écoulement rapidement varié, RVF. Il s'agit d'un changement significatif de la profondeur de l'eau ou de la vitesse d'écoulement sur une courte distance, comme l'écoulement de l'eau devant une porte partiellement ouverte ou au-dessus d'une chute ou d'un seau hydraulique. Voyons un exemple pour chacun des différents types d'écoulement. En premier lieu, recherchons les écoulements uniformes et non uniformes. Les écoulements uniformes présentent une profondeur d'écoulement constante. À l'inverse, on peut voir qu'il y a plusieurs écoulements non uniformes tels que les déversoirs, le ressaut hydraulique et la chute. Pour un écoulement non uniforme, on peut les spécifier en écoulement graduellement varié GVF et en écoulement rapidement varié RVF. Voyons un autre exemple. Ici, l'écoulement est initialement uniforme et se transforme en écoulement non uniforme graduellement varié tout juste avant d'arriver à une chute, au-dessus de laquelle il se transforme en écoulement rapidement varié. Suite à la chute, l'écoulement est graduellement varié jusqu'à ce qu'il se stabilise et redevienne uniforme au bout d'un certain temps. Voici un autre exemple où la vanne en amont provoque une baisse du niveau d'eau, ce qui entraîne un ressaut hydraulique peu de temps avant que le fluide n'atteigne un déversoir. Prenez le temps de bien distinguer tous les types d'écoulements présents sur cette figure. Quand il est question de canaux à ciel ouvert, on peut distinguer deux types de canaux, les artificiels et les naturels. Les canaux artificiels ont généralement une aire transversale régulière. Ils ont été façonnés de façon à ce que les écoulements qui s'y produisent soient mieux contrôlés. Les paramètres comme la section et la rugosité sont souvent plus faciles à estimer et présentent beaucoup moins de variations. Les canaux naturels, en revanche, ont souvent des formes plus irrégulières et sont plus difficiles à analyser. Les paramètres qui régissent l'écoulement variant donc dans le temps et la distance, ce qui nous oblige à utiliser des approches approximatives lorsqu'on tente de les étudier. Il est essentiel de faire la distinction entre deux termes. Ceux-ci sont souvent mal interprétés quand on parle de canaux ouverts. Nous parlerons de la profondeur lorsque l'on veut exprimer la distance verticale entre le point le plus creux du canal et la surface libre. Il est à noter que la profondeur moyenne du canal, souvent exprimée par la lettre Y, est souvent utilisée comme étant la profondeur du canal. Cependant, l'élévation est définie comme la distance verticale entre la surface libre et un point de référence arbitraire. L'élévation et la profondeur
sont donc deux notions différentes. Un paramètre que nous n'avons pas vu dans les conduites fermées est le périmètre mouillé. Tel que son nom l'indique, il s'agit du périmètre de la section transversale d'un canal qui est en contact avec l'eau. La surface libre au sommet du canal ne fait donc pas partie du périmètre mouillé. Pour un canal rectangulaire, comme illustré ici, le périmètre mouillé est trouvé en additionnant la largeur du canal B par le double de sa profondeur Y. Définissons aussi deux autres paramètres pour les canaux ouverts. Le rayon hydraulique R est défini comme le ratio entre l'air de la section et le périmètre mouillé. La profondeur hydraulique moyenne dm est le ratio entre l'air et la largeur de la surface libre. Pour un canal rectangulaire, ces deux paramètres deviennent relativement simples à calculer. Il suffit pour cela d'utiliser les formules au bas de la diapositive. Voici un tableau qui résume comment calculer les différents paramètres selon plusieurs formes de canaux. Connaître la distribution des vitesses permet de savoir l'amplitude de la vitesse à chaque point de la section d'écoulement. Cela est essentiel dans de nombreuses études d'ingénierie hydraulique impliquant notamment la protection des berges, le transport des sédiments, le transport de polluants, les prises d'eau et l'investigation géomorphologique. Comme on peut le voir, la vitesse d'écoulement dans une section de canal varie d'un point à un autre. Cela est dû à la contrainte de cisaillement au fond et sur les côtés du canal et à la présence d'une surface libre. La figure ici montre des distributions de vitesse typiques dans différentes sections transversales de canal. Voici un aperçu de la distribution des vitesses en fonction de la profondeur d'une rivière. Nous pouvons voir que la vitesse à la surface est plus élevée que celle au fond du canal. En effet, cette dernière est sujette à plus de résistance due au frottement et aux obstacles présents au fond de la rivière. Rappelons que lorsque la vitesse de l'écoulement varie le long de la section, les coefficients de correction alpha et bêta doivent être ajoutés aux équations telles que présentées ici. Dans les conduites, alpha et bêta peuvent être assumés comme étant égal à 1. Pour un écoulement turbulent, dans un canal régulier, alpha est plus petit que 1,15, alors que bêta est plus petit que 1,05. Ils peuvent donc être ignorés. Par contre, dans un canal irrégulier, ces facteurs sont importants et doivent être calculés car ils peuvent avoir un grand impact dans l'équation de l'énergie. Les canaux naturels ont habituellement une section principale et une ou deux berges d'inondation. La ligne pointillée verticale montre les interfaces entre le chenal principal NC et le FP de la berge inondable. L'indice de hauteur d'interface est égal à la différence entre la profondeur d'eau H et la berge de profondeur HB. Le meilleur moyen de calculer alpha pour ce type de canal est de mesurer la vitesse et de calculer alpha en utilisant la formule sous forme d'intégrale donnée à la diapositive 23. Cependant, comme estimation, nous pouvons assumer que la vitesse est constante dans chaque section. La formule est alors simplifiée à celle présentée ici. L'objectif principal lorsqu'on travaille avec des écoulements à surface libre est de réussir à calculer le débit et la profondeur de l'eau pour concevoir des structures hydrauliques ou pour faire des simulations d'inondation. Commençons avec le cas le plus simple, les écoulements uniformes. Pour les écoulements uniformes, la profondeur est constante. D'autre part, la vitesse est aussi constante, car V égale Q sur A. L'équation de l'énergie entre deux points de la surface se simplifie donc comme on peut le voir ici. On peut conclure que dans les écoulements uniformes, la pente du lit du canal, S0, est égale à celle de la ligne EGL du fluide SF. Nous pouvons utiliser l'équation de Colebrook-White afin de calculer le débit ou la vitesse d'écoulement pour une section générale d'un canal. Cependant,
Il existe des méthodes et des équations plus adéquates pour ce type de calcul à surface libre. On peut également utiliser l'équation de Darcy-Weisbach. Nous ne l'utiliserons qu'à des titres de comparaison dans ce cours. Nous allons voir des méthodes plus efficaces et plus appropriées pour ce type d'écoulement. L'équation de Chézy peut être utilisée pour calculer la vitesse ou le débit pour un écoulement à surface libre. Les paramètres qui sont requis pour le calcul sont le rayon hydraulique R, la pente du canal S0, ainsi que le coefficient de Chézy. Nous verrons comment calculer ce coefficient dans les prochaines diapositives. Voici la démonstration de l'équation de Chézy. Elle se base sur certains principes fondamentaux de la physique. On assume ici que l'angle de la pente du canal est faible. Voici une première méthode relativement simple pour estimer le coefficient C. Cette méthode compare les vitesses trouvées à l'aide de l'équation de Darcy-Weisbach et celle de Chézy afin de tracer un parallèle entre les deux résultats et de pouvoir ainsi établir certaines relations entre les paramètres respectifs de chacune des deux équations. Cette méthode nous dit qu'on peut alors estimer C en prenant la racine carrée de 8G divisé par F. Simple, n'est-ce pas? À partir des données expérimentales, Manning a développé une expression pour déterminer le coefficient de Chézy où le coefficient de frottement intervient sans dimension. On peut donc calculer C en prenant la racine de 1 divisé par 6 du rayon hydraulique et en divisant le tout par un coefficient n, qu'on appelle le coefficient de Manning. Ceci est donné dans la plupart des manuels pour plusieurs matériaux et différents types de lits de canaux. Les tableaux des valeurs de n que l'on peut trouver dans la littérature sont extrêmement complets et bien détaillés, si bien qu'il est très courant d'utiliser cette formule. Malgré le fait que la formule soit d'origine irlandaise, n est quand même exprimée en unités métriques. Voici un exemple de tableau, parmi tant d'autres, des différents coefficients de Manning proposés dans la littérature. Dans la diapositive précédente, les coefficients étaient donnés pour des canaux artificiels, alors qu'ici, il s'agit de canaux naturels. Il existe même des sources ayant publié plusieurs coefficients de Manning pour des canaux spécifiques pour aider les ingénieurs avec leur cas d'étude. En 1923, Strickler a proposé une équation permettant d'estimer n pour des canaux plats, dont les seuls éléments contribuant à la rugosité sont du sable raisonnablement bien compacté et du gravier sans dunes ni végétation. L'équation de Stricker permet donc d'estimer le coefficient de Manning à partir de la taille médiane des sédiments D50. Voici donc l'équation de Manning permettant de calculer soit la vitesse, soit le débit en fonction de certains paramètres physiques d'un canal. La profondeur associée à un débit calculé à l'aide de l'équation de Manning est appelée profondeur normale, YN. On rencontre en général deux types de problèmes pour lesquels l'équation de Manning est particulièrement utile. Soit on connaît la profondeur normale et on souhaite calculer le débit, calcul relativement simple, soit on connaît le débit et on souhaite calculer la profondeur normale. Pour ce type de problème, un processus itératif est nécessaire, ce qui est plus complexe. Il existe aussi des graphiques qui permettent d'estimer la profondeur normale que nous verrons aussi dans ce module. Voici les graphiques de référence. Pour les utiliser, il suffit de calculer le terme de l'axe horizontal. Celui-ci dépend de la géométrie du canal et du débit. Par la suite, on trouve le ratio de la profondeur normale YN par rapport à la largeur de la surface B grâce à la pente latérale. Voici le cas d'un canal circulaire tel qu'un ponceau par exemple. On utilise la même méthode. Il existe plusieurs calculateurs de débit en ligne pour un canal ouvert. Voici à quoi ça peut ressembler. Mettons maintenant la théorie en pratique avec plusieurs exemples.
Commençons par un exemple simple permettant de calculer la pente d'un canal et sa profondeur normale. Soulignons les données importantes du problème. Commençons par trouver la pente du canal. On utilise pour cela l'équation de Manning et on isole l'inconnu, donc la pente S0. Notez qu'on calcule les rayons hydrauliques en utilisant l'aire de section du fluide ainsi que le périmètre mouillé du canal. On trouve donc que la pente du canal est de 0,041. Ici, il n'y a pas d'unité pour la pente. Néanmoins, elle peut parfois être exprimée en mètres de hauteur par mètre de longueur. C'est un exemple. Pour la partie B de l'équation, il faut trouver la profondeur normale pour un débit de 40 mètres cubes par seconde. On peut la calculer directement en exprimant l'air et le périmètre mouillé en fonction de Yn dans l'équation de Manning. Étant donné que Yn est la seule inconnue dans cette équation, il est possible de la calculer avec un simple processus d'essai et d'erreur, à défaut de ne pas pouvoir isoler la variable de façon explicite. On obtient une profondeur normale de 1,69 m dans ce cas-ci. Il est aussi possible d'utiliser la méthode graphique pour résoudre ce problème. Pour cela, il suffit de calculer le terme de l'axe horizontal du graphique et de projeter sa valeur sur la courbe d'un canal rectangulaire pour obtenir le ratio Yn sur B. Par la suite, on calcule la pente du canal en faisant quelques manipulations algébriques. On trouve donc une pente de 0,041, soit la même qu'en utilisant directement l'équation de Manning de la méthode 1. La profondeur normale pour un débit de 40 m3 par seconde nous donne 1,65 m. Cette valeur est également proche de celle trouvée précédemment. Enfin, il est aussi possible de vérifier nos calculs à l'aide d'une calculatrice disponible en ligne. Voyons un autre exemple. Ici, on cherche le débit pour une conduite à écoulement libre. Extrayons les données importantes. On va se référer aux formules pour un canal circulaire dans ce cas. La profondeur normale 2 mètres et le diamètre du canal circulaire 3 mètres sont les seules valeurs dont nous avons besoin pour calculer l'air et le périmètre mouillé. On obtient 4,95 mètres carrés et 5,72 mètres respectivement. On calcule ensuite le rayon hydraulique comme étant 0,865, puisqu'il s'agit simplement du ratio entre A et P. Une fois le rayon hydraulique connu, l'équation de Manning peut être utilisée directement afin de calculer le débit. Dans ce cas, on obtient un débit de 9,47 m3 par seconde. La méthode graphique nous permet d'obtenir le même résultat tel que démontré ici. Voyons un troisième exemple pour un autre type de canal. On commence par identifier les données clés du problème. Ici, on cherche la profondeur normale. Pour résoudre ce type de problème, il suffit d'exprimer l'air et le périmètre mouillé selon la profondeur normale. De cette façon, Yn devient la seule inconnue dans l'équation de Manning et on peut la déterminer relativement facilement. Suite à quelques manipulations algébriques, on trouve une profondeur normale de 1,20 m. Ici aussi, on peut utiliser la méthode graphique pour trouver la profondeur normale. Il est à noter que la projection est faite sur la courbe pour un m égale à 2. Ceci afin de refléter la pente des côtés du canal. Enfin, voyons un dernier exemple pour ce module. Voici les 3 sections à considérer, ainsi que les valeurs de n correspondantes pour chacune. Pour débuter, écrivons la formule à utiliser pour calculer alpha. Elle met en relation les aires des 3 sections de la rivière, ainsi que les vitesses correspondantes. La vitesse moyenne est calculée en prenant en compte le débit total et l'aire totale des 3 sections. On va donc séparer le canal en 3 canaux rectangulaires afin d'effectuer les calculs nécessaires.
C'est la façon la plus simple et la plus efficace de procéder pour ce type de problème. Pour chacune des sections, on calcule le rayon hydraulique et, en utilisant l'équation de Manning, on calcule ensuite la vitesse correspondante. Pour le débit total, il suffit de calculer un débit individuel pour chacune des 3 sections et de les additionner. On obtient ici un débit total de 1021 m3 par seconde. La vitesse moyenne est obtenue en divisant le débit total par la somme des 3 aires. On obtient donc une vitesse de 1,89 m par seconde. Cette valeur sera utilisée pour déterminer alpha. Maintenant qu'on a toutes les vitesses, incluant la vitesse moyenne et toutes les aires, on peut calculer le alpha en remplaçant simplement tous les termes connus dans l'équation du haut. On obtient donc un alpha de 5,37. Voici ce qui termine le module 8. Nous vous souhaitons une bonne semaine de cours à tous.